merci d'être là, drôlement nombreux, hein. C'est vachement impressionnant. On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on finisse à 11 heures et il y a plein de choses à voir. Ça fait 1 an maintenant que je tourne à travers le pays pour parler de ce sur quoi je travaille, qui concerne le bien commun. Je prends nos problèmes par la racine, en tout cas c'est comme ça que j'ai l'impression de faire. Et il me semble que la racine de tous nos problèmes, de toutes les injustices dont les humains font l'objet, vient du droit, d'un mauvais droit, et plus particulièrement du droit supérieur, le droit le plus important, qui est au sommet de la pyramide de tous les droits possibles et imaginables, qui s'appelle la Constitution. Et alors je creuse cette idée, comme on creuse un sillon, j'essaye de ne pas me tromper, de dénicher les erreurs, les faiblesses, et puis avec vous, hein, avec les gens avec qui je discute, je passe ma vie dans des controverses, dans des polémiques, des échanges, des contradictions. Et au bout d'1 an, là, je commence à être un peu en overdose de déplacement, toujours quitter la maison. Mais alors sur cette conférence-ci, sur cet échange-ci, j'ai proposé aux jeunes gens qui l'organisaient de faire un petit peu différemment. Je vais quand même rappeler, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant complètement de ce que je fais, je vais peut-être rappeler les grandes lignes, mais j'aimerais bien que, si on peut, alors là on est quand même vachement nombreux, je ne sais pas si ça va marcher, enfin on va voir, j'aimerais bien que ce soit plus interactif et puis plus concret, plus en détail que d'habitude. Alors, peut-être même qu'on arriverait à écrire un article ou 2 de Constitution, je ne sais pas, on va voir. Alors, je vais tâcher de faire un rappel relativement rapide, mais ensuite, vous pourrez m'interrompre, poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles j'ai été trop vite et qui vous empêchent de comprendre la suite. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, ça sera un peu plus désordre, mais on s'en fiche, on fait comme on veut. Hein. Si vous avez besoin de m'interrompre, n'hésitez pas. Alors, je travaille sur le sujet depuis 6 ans, depuis 2005, et ça a commencé avec l'étude de la Constitution européenne. En 2005, vous savez, on nous a proposé de voter, oui ou non, pour un texte qui s'appelait Traité pour une Constitution pour l'Europe, alors qu'en fait c'était une anti-constitution. C'était un texte sur lequel ils ont collé l'étiquette Constitution. Ils auraient pu ne pas le faire, d'ailleurs ça serait probablement passé comme une lettre à la poste, comme d'habitude, mais en fait ça nous a mis la puce à l'oreille, alors on s'est mis à lire le truc. Et moi quand j'ai lu ça, je suis juriste de formation, mais je connaissais vraiment pas bien les institutions européennes, comme la plupart des gens. Et quand je l'ai lu, je me suis vraiment inquiété, je trouvais ça très inquiétant, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun moyen de résister à un éventuel abus de pouvoir. Et comme j'ai fait des études de droit, je savais quand même, en gros, à quoi ça sert une constitution. Donc depuis, j'ai beaucoup travaillé, j'ai progressé quand même sur à quoi ça sert, comment ça marche et qu'est-ce que ça doit contenir. Mais enfin, bon, déjà, même à l'époque, je trouvais ça vachement dangereux, les institutions européennes. Je disais, mais attends, mais on ne contrôle plus rien là-dedans. Plus aucun acteur dans les institutions européennes n'est responsable de ses actes, ne rend de compte à qui que ce soit et peut être puni par quelqu'un. C'est même très inquiétant pour un texte qui est quand même censé nous protéger, nous tous, contre les abus de pouvoir. Alors, je vais commencer par ça. Je vais commencer par un rappel de ce que tous les... J'allais dire les citoyens, puis vous savez que je pense qu'on n'est pas citoyens, on n'est que des électeurs. Donc, je vais faire attention aux mots citoyens, je ne vais pas l'utiliser à tort et à travers. Donc, je vais dire autre chose que citoyen, parce que je pense que on n'est pas encore des citoyens. On le sera peut-être. Si nous le voulions, je pense que nous le deviendrions. Mais pour l'instant, on n'est que des électeurs. C'est-à-dire qu'on a le droit de... On ne vote pas nos lois, évidemment. On a juste le droit de voter pour des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant leur mandat. En plus, on les choisit parmi des gens qu'on n'a pas choisis.
sont les plus riches qui ont choisi, parce que ce sont les riches qui peuvent financer leur campagne électorale. Dites-moi si j'exagère, vous pouvez m'interrompre, parce que je pense que là, je suis plutôt gentil, on pourrait le dire en étant plus en colère que ça. Et puis, s'il s'avère que pendant leur mandat, donc, on choisit des maîtres, parmi des gens qu'on n'a pas choisis, et s'ils ne respectent pas leurs promesses, mieux, s'ils nous trahissent, pire encore, s'ils trahissent carrément la République, le régime, quoi. Ils nous abandonnent complètement. Ben, on n'a aucun moyen de résister. Rien, je vous jure rien. Je vous mets au défi. Alors, vous avez le texte normalement. Vous avez la Constitution française et vous avez le TCE qui est le même que le traité de Lisbonne. C'est le même. Bon, les articles, c'est pas les mêmes numéros, mais ils ont mis le truc en désordre pour qu'on puisse pas, pour que ce soit compliqué à prouver. Il y a des militants qui ont vérifié ligne par ligne, mot par mot, l'exacte correspondance entre le TCE de 2005 et le traité de Lisbonne, mais maintenant le TUE, traité pour l'Union européenne, traité pour le fonctionnement de TFUE. La correspondance est parfaite. Ce sont les mêmes textes. Donc c'est exprès, donc je laisse le TCE parce que c'est celui auquel on a dit non et c'est le même qu'aujourd'hui. Et donc je vous mets au défi avec ce texte de me dire avec quoi on peut résister, de près ou de loin. Il n'y a rien pour résister. Si vous n'êtes pas content, mais vraiment pas content, si vous avez l'impression d'être trahi, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà l'état dans lequel les humains sont mis avec leur prétendue constitution. Mais une constitution, normalement, ça ne nous laisse pas dans cet état-là. À quoi ça sert une constitution? Et c'est... je ne vous parle pas je ne vais pas parler de choses pointues qui sont réservées à des spécialistes ultra compétents. Pas du tout. Là, je vous parle de formation de base, des humains de base qui veulent éviter les abus de pouvoir. Tout le monde devrait savoir, tout le monde devrait apprendre à l'école, à la maternelle, ce qu'est une constitution, à quoi ça sert, comment ça marche, et comment nous devrions, nous, chacun, défendre ce texte supérieur. Mais d'abord, il faudrait qu'il ne soit pas félon, quoi. Il faudrait d'abord que ce soit une vraie constitution et pas une anti. Alors, à quoi ça sert une constitution? D'où ça vient cette idée? L'idée est apparue en même temps à peu près que le droit écrit. En même temps que les humains ont eu, pour se pacifier, l'idée d'instituer, d'écrire des règles de droit, des règles qui sont communes et qui nous pacifient, qui interdisent aux plus forts de se goinfrer et aux plus faibles de subir la loi du plus fort. Pour éviter ça, on écrit des règles de droit qui s'imposent à tout le monde, y compris aux plus forts, et qui normalement nous pacifient. Bon, ces règles de droit, il faut les écrire. Donc, comme on est nombreux, on ne peut pas tous les écrire. Bon, il se trouve que dans une vraie démocratie, on les vote tous normalement, les lois. Mais bon, avec le nombre, on s'est fait à l'idée d'avoir des représentants qui écrivent le droit. C'est très utile, c'est un droit qui nous aide à faire société, mais c'est en même temps très dangereux. C'est-à-dire que ceux qui écrivent le droit, ils ont un pouvoir terrible sur nous. S'ils se mettent à écrire un droit injuste, et c'est vraiment ce qui se passe depuis 200 ans, depuis la Révolution française, la soi-disant Révolution française, c'est les riches qui gouvernent et qui écrivent des lois de riches pour les riches, et le résultat, ça s'appelle le capitalisme, quoi. C'est les propriétaires qui prennent tout le pouvoir politique, économique, et puis qui laissent aux autres, ceux qui ne sont pas propriétaires, qui laissent juste de quoi survivre un peu plus pour ne pas faire la révolution, juste ce qu'il faut pour ne pas faire la révolution. Là, je force un peu le trait, mais à peine. En tout cas, on sait depuis longtemps que ceux à qui on donne le pouvoir d'écrire le droit sont à la fois très utiles parce qu'on a besoin de ce droit pour faire société, mais en même temps, ils sont très dangereux. Donc, au-dessus de nous, on met des représentants qui sont dangereux. Alors, on met au-dessus d'eux, c'est ça l'idée géniale, c'est qu'on met au-dessus d'eux un texte supérieur qu'ils doivent craindre. Ils doivent regarder la Constitution avec crainte. Ils doivent en avoir peur. Ça sert à nous protéger, nous, en bas. Vous comprenez à quoi ça sert une Constitution? Ça ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. C'est pas ça. La bonne idée de la Constitution, c'est celle... Bon, une Constitution, ça sert à plusieurs choses, mais la fonction que nous devrions connaître et qui devrait nous mobiliser, c'est une fonction de protection contre les abus de pouvoir. Mais pour nous protéger, il faut qu'elle soit au-dessus et inaccessible à ceux qui ont le pouvoir d'écrire le droit. Or, le croiriez-vous?
partout dans le monde, à toutes les époques. Probablement, bon, je cherche pourquoi, mais donc peut-être que j'ai pas encore compris, mais il me semble que c'est par paresse, par ignorance, par peur. Les peuples du monde renoncent à écrire eux-mêmes leur constitution et la laissent écrire précisément par les mêmes qui exercent le pouvoir. Ils exercent le pouvoir et en même temps ils écrivent la constitution. Les professionnels de la politique, ceux qui se mettent dans les partis, qui se font élire. Et les peuples du monde, mais partout sur tous les continents, à toutes les époques, laissent écrire les constitutions par les professionnels de la politique. Alors, évidemment, mais il suffit de se mettre à leur place pour comprendre. Enfin, un enfant comprend que si celui qui doit craindre un texte a le droit de l'écrire, il va écrire un texte qui n'est pas très dangereux pour lui. On ne peut même pas lui en vouloir. C'est complètement... C'est pas de la corruption, c'est pas des salauds, c'est pas des méchants, des affreux, pas du tout. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Et j'utilise souvent cette image qui est bonne pour comprendre, parce que c'est vraiment super important, je crois. Le concept de conflit d'intérêts, pour nous, si on veut que les choses changent, il faut qu'on arrive à comprendre en profondeur cette idée forte. Alors, pour la comprendre, un bon exemple, c'est celui du juge. Dans toutes les sociétés civilisées, il y a des juges qui tranchent les litiges. On se débrouille pour qu'ils soient indépendants. On leur donne suffisamment d'argent pour qu'ils soient difficilement corruptibles. On se débrouille pour qu'ils soient indépendants. Imaginez ce bon juge. C'est un bon juge, c'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien. Et devant son tribunal arrive sa fille, son fils, un proche. Tous les humains du monde savent, et il n'y a pas besoin de leur faire un cours, tout le monde comprend tout de suite que le juge, au moment de juger sa fille, il va pas arriver à être juge, juste que sa fille soit victime ou prévenue, accusée, dans les deux cas, peu importe. Le juge, quand on est juge et partie, quand on est en conflit d'intérêts, on ne peut pas être juste. Je ne dis pas qu'on est pourri, vous comprenez, c'est très différent. Je ne dis pas du tout que le juge là, il est pourri, qu'il est malhonnête. C'est pas ça que je dis. Je dis que dans cette occurrence-là, dans cette situation précise, pas dans les autres, là, le juge, il ne peut pas juger, il ne peut pas rendre la justice. Alors très naturellement, on le récuse, c'est-à-dire qu'on le met de côté. Pour cette opération-là, ce n'est pas lui qui va juger. Cette situation que je viens de décrire, je crois, il faut, tout à l'heure, assez vite j'espère, on va échanger. Donc n'hésitez pas à prendre des notes pour me reprendre si j'ai exagéré, si je me suis trompé. Mais cette situation de conflit d'intérêts, qui paraît évidente à tout le monde quand il s'agit d'un juge, elle existe dans plein de situations. Il y a plein de cas dans lesquels, quand on exerce un pouvoir, si on est juge et partie, c'est dangereux pour tous ceux qui se soumettent à ce pouvoir. Et comment leur imposer une nouvelle constitution? On les destitue? Alors, on verra ça peut-être après, dans l'ordre, pour bien identifier le problème, pour voir ensuite comment on va faire pour changer les choses. Mais il faut d'abord qu'on soit sûr d'avoir bien compris la cause de nos problèmes. Quand un parlementaire ou un ministre ou un juge, ou un homme de parti qui sait qu'il va être parlementaire, qui sait qu'il va être ministre, qui sait qu'il va être juge, pas tout de suite, mais plus tard, il passe sa vie à candidater pour un jour être élu. Donc il va être élu un jour ou l'autre. En tout cas, lui, il se projette comme ça. Quand quelqu'un qui est soit au pouvoir, soit aspirant au pouvoir, il faut comprendre que je parle même de gens très bien, des gens que j'estime complètement. Je ne dis pas que c'est tous des pourris, c'est pas ça du tout que je dis, vous m'entendez, hein? Je dis que ces gens-là qui se destinent à la politique, à s'occuper du bien commun, qui se destinent à exercer le pouvoir après avoir été élus, après avoir fait des promesses, ensuite exercer des promesses pour changer la société en bien. Ils ont tous un projet de société qui leur paraît bien. Hein. Quand ces gens-là se retrouvent en situation, parce que nous les avons laissés faire, je pense que c'est notre faute, hein, ils se retrouvent en situation d'être capables d'écrire eux-mêmes le texte dont je parlais tout à l'heure, qui est au-dessus d'eux au cas où ils changent, au cas où ils se transforment, au cas où certains d'entre eux seraient corrompus et se mettraient à plus respecter l'intérêt général.
ce texte-là sert à nous protéger contre si c'est eux qui écrivent la Constitution. Ils ne peuvent pas écrire une bonne Constitution. Ils ne peuvent pas. Imaginez, vous savez que vous allez être aux prochaines élections, vous allez vous présenter aux prochaines élections, vous êtes parmi ces gens-là. Soit vous y êtes déjà, soit vous voulez y être l'année prochaine. Et vous êtes en train d'écrire la Constitution. Vous allez écrire l'article qui prévoit les mandats courts et non renouvelables. Vous avez déjà eu un mandat, c'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire, et pour moi, la prochaine fois, c'est fini. La prochaine fois, je ne le ferai plus. La prochaine fois, je me mets de... Ils ne le feront pas. Mais parce que ce n'est pas à eux de décider ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vais faire un truc, j'ai trouvé une perle, et j'en ai jamais parlé encore en conférence, et pourtant ça fait des mois que je me dis, il faut absolument que je leur en parle. J'ai trouvé, je cherche, je lis énormément, et je cherche dans l'histoire des hommes, dans ce que les hommes ont écrit à propos de la politique et de la recherche du bien commun, de l'intérêt général. Je cherche des appuis, en me disant, c'est pas normal que je sois seul à avoir cette idée-là, quoi. Pour moi, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ça me paraît évident. Je me dis, un enfant devrait comprendre que si on laisse écrire une règle qu'ils doivent craindre par ceux-là même qui devraient la craindre, ils vont pas écrire une bonne règle. Et alors, je cherche dans la littérature, je cherche dans Aristote, Platon, je cherche dans les grands auteurs de droit ou de politique, Montesquieu, Rousseau, et je trouve pas cette idée-là. Ils parlent tous de constitution, ils disent tous dans la constitution, il faut séparer les pouvoirs, il faut qu'il y ait des mandats courts, il ne faut pas qu'il y ait de professionnalisation, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils soient révocables, il faut laisser de la place à l'initiative populaire. Condorcet était un défenseur ardent du référendum d'initiative populaire. Mais je ne trouve pas cette idée, sauf, alors j'ai trouvé un gars formidable qui s'appelle Thomas Paine, c'est un Anglais, qui a écrit Les droits de l'homme. Super bouquin, très intéressant. Et il y a un chapitre qui s'appelle Des constitutions, que je vous recommande. Et je vais vous lire deux ou trois paragraphes, vous allez voir, c'est formidable. Vous allez voir, c'est chouardesque. Sauf que c'est lui qui était avant quand même, hein. C'était en 1789. Enfin non, c'était 1700, un peu avant je crois. C'était un formidable révolutionnaire, Thomas Paine, un gars bien. Supposer qu'un gouvernement quelconque puisse être partie prenante dans un contrat passé avec l'ensemble du peuple, un peu comme si la Constitution c'était un contrat entre le gouvernement et nous, parce qu'il y en a qui prétendent ça. Moi je croyais ça d'ailleurs à une époque. Je disais la Constitution c'est un contrat entre les gouvernants et les gouvernés. Thomas Paine dit. Non, c'est pas ça. Supposer ça, c'est supposer que le gouvernement existait avant d'en avoir le droit. Le gouvernement est né de la Constitution, donc il ne peut pas être partie au contrat. Puisque la Constitution, c'est comme un contrat qui prévoit qu'est-ce qu'on va faire quand tout va mal se passer. Le gouvernement est né de la Constitution, donc il ne peut pas être parti à la Constitution. C'est tout à fait malin. Le gouvernement n'est pas un fonds de commerce que n'importe quel homme ou groupe d'hommes aurait le droit d'ouvrir et de gérer à son profit. Ce n'est qu'un dépôt, confié au nom de ceux qui le délèguent et qui à tout moment peuvent le reprendre. Et le pouvoir n'a par lui-même aucun droit. Il n'a que des devoirs. Ça, c'est le début. Je vous passe, parce qu'il y en a comme ça des tartines, c'est savoureux. Et puis voilà le passage qui m'intéresse tant. Thomas Paine qui parle, 1789. Un gouvernement n'a pas le droit de se déclarer partie prenante dans un débat touchant au principe ou à la méthode utilisée pour élaborer ou amender une constitution. Ce n'est pas à l'intention de ceux qui exercent le pouvoir gouvernemental qu'on établit les constitutions et les gouvernements qui en découlent. Dans toutes ces choses, le droit de juger et d'agir appartient à ceux qui payent et non à ceux qui reçoivent. Une constitution est le bien de la nation, non celui de ceux qui exercent le pouvoir, etc. Et je peux vous dire, ce chapitre-là, c'est quelque chose, hein. C'est bien, voilà, c'est bien. En tout cas, je suis bien d'accord, moi. Je trouve que c'est solide. Et des gens comme ça, en fait, dans la Révolution française, il n'y en avait pas tant que ça. Et je vais vous dire un mot. J'ai pas pris. J'en ai maintenant une dizaine de bouquins de ce gars-là. Je vous en parle beaucoup en conférence. Ceux qui me connaissent sur Internet savent que c'est ma coqueluche. Je jure que par lui en ce moment. Je suis en train de découvrir un gars qui s'appelle Henri Guillemin, qui est mort.
et qui a laissé, heureusement avant de mourir, des vidéos et des bouquins de son travail d'historien sur les 200 ans du gouvernement représentatif. C'est quelqu'un qui a bossé comme une brute, qui a beaucoup travaillé sur la Révolution française, Robespierre, Bonaparte, Napoléon, la guerre de 1870, la commune de Paris, formidable, formidable. Il a fait une série de conférences sur la commune de Paris. Nous devrions tous connaître bien ces conférences, c'est très utile pour comprendre aujourd'hui. Et puis il a beaucoup bossé sur l'avant-première guerre mondiale, pour nous expliquer en quoi c'était pas du tout une guerre extérieure, c'était une guerre pour des motifs intérieurs, parce que les bourgeois avaient peur de la montée des socialistes, et qu'ils ont déclenché cette guerre qui était inutile et dont les Allemands ne voulaient pas. Les Allemands ne voulaient pas de la Première Guerre mondiale. Ils se sont battus pour pas la faire, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre, c'était 2 contre 4, c'était une guerre idiote, il fallait pas la faire. Et Guillemin nous explique par quelle manœuvre on les a poussés à les faire, et comment on nous a, lui il dit, on m'a bourré le crâne, parce que lui il était enfant avant la Première Guerre mondiale, il avait 10 ans, et il se souvient comment on lui a menti en lui expliquant que les Allemands étaient des affreux, des salauds qui voulaient envahir le pays, qui ne pensaient qu'à envahir le pays, et donc, croyant ces bobards, nous avons consenti à faire cette première guerre mondiale, et ça marche comme ça toujours à toutes les guerres. Et alors la deuxième c'est pareil, et là celle qui se prépare c'est encore pareil. On nous présente ceux contre qui on va lancer des agressions, on les présente comme des affreux. C'est toujours la même chose, quoi. Donc c'est très important de connaître Guillemin. Et quand Guillemin parle de la Révolution française, vous vous apercevez que c'est une fausse Révolution française. Enfin, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nous raconte à ce que nous raconte Michelet, par exemple, qui est un blagueur, quoi, un baratineur, un menteur. La Révolution française, c'était une guerre de riches. C'était les nouveaux riches qui ont foutu dehors les anciens riches, quoi. C'est la richesse mobilière, donc les affairistes, les commerçants et les banquiers, qui ont foutu dehors les nobles et le clergé, et qui ont armé le peuple comme chair à canon, comme bras armés, parce que les affairistes et les financiers ne font pas la guerre eux-mêmes, ils nous la font faire. Vieille affaire, hein, après ça s'est reproduit à chaque fois, toujours de la même façon. Mais alors donc Guillemin nous explique comment le banquier, c'est un des banquiers qui a créé la Banque de France, enfin qui a fait créer la Banque de France à Napoléon, comment il distribuait lui-même les fusils au peuple pour aller se soulever avant le 14 juillet. Et puis après ça, on s'est retrouvé avec un peuple armé, il fallait absolument urgemment le désarmer. Et donc il explique comment les financiers ont proposé 40 sous par fusil rendu. Et donc les gens sont venus rendre les fusils, parce qu'ils crevaient la dalle, et 40 sous c'était une fortune. Et donc ils sont allés rendre leurs fusils. Donc c'est tout à fait intéressant. Et donc il faut que je fasse attention à ne pas ouvrir trop de parenthèses, parce que on peut durer 6 heures. Je me reconcentre sur mon fil. Donc c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, donc c'est à nous. Si c'est à nous d'écrire les règles du pouvoir, si c'est à nous d'écrire la Constitution, il faudrait qu'on s'en occupe un petit peu, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. Alors ce que je voudrais voir avec vous ce soir, ce que je vous propose de faire, qui est particulier, quelque chose que j'ai jamais fait encore, en tout cas jamais avec un si grand nombre, on l'a fait un petit peu, enfin je l'ai fait pendant des années avec une université populaire, on appelait ça, à Aix-en-Provence où j'habite, j'habite près d'Aix, et on a créé donc une université populaire où il y a différents ateliers, et celui dont je m'occupais consistait à écrire nous-mêmes des articles de Constitution. Alors, non pas pour écrire la Constitution, parce qu'on n'a pas de légitimité évidemment pour le faire, mais pour montrer que c'est possible. Je voulais montrer que des gens dont ce n'est pas le métier sont tout à fait capables d'écrire des articles de Constitution tout à fait corrects. Il faut un peu de temps pour réfléchir, pas se tromper, regarder ce qui existe dans les autres pays, pourquoi c'est bien là, pourquoi c'est pas bien là. Puis en fait, on y arrive très bien. Alors peut-être qu'on pourra en écrire un ce soir, on verra. Mais il faudrait que j'arrête de parler. Donc, en tout cas, il faudrait que j'arrête d'ouvrir des parenthèses qui ne sont pas ciblées là-dessus. Alors, maintenant qu'on sait qu'une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, ça sert à diviser les pouvoirs, ça sert à inquiéter les pouvoirs, on peut commencer à se poser la question. Donc, du coup, on sait aussi que ce n'est pas les pouvoirs qui doivent l'écrire eux-mêmes, sinon ils ne vont pas écrire les règles qui les affaiblissent. Donc, c'est aux autres
Je réfléchis avant de dire n'importe qui, mais je pèse mes mots. N'importe qui, ce sera mieux que des parlementaires ou des ministres, puisque les parlementaires et les ministres sont en conflit d'intérêts. Vous prenez n'importe qui, même quelqu'un qui connaît rien de la Constitution. Rien, il ne sait même pas que ça existe. Eh bien, il écrira une meilleure Constitution que le parlementaire, qui lui, il est très compétent. Ah oui, il est super compétent, hein, mais il est en conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'il est malhonnête. Il est malhonnête dans cette occurrence-là. Donc c'est pas pareil que malhonnête. Je ne dis pas qu'il est malhonnête, mais dans cette occurrence-là, il ne peut pas être honnête. Et donc, je m'en fous pas mal qu'il soit compétent. Je veux des gens honnêtes. Vous comprenez? Pour être protégé contre les abus de pouvoir de façon durable. Après ça, il faut que ça dure. Il faut que ce soit un contrat qui me protège longtemps. Et puis même quand on tombe sur un affreux, je ne donne pas de nom. Vous vous débrouillez. Vous avez des exemples, vous débrouillez. Mais même si on tombe sur des affreux salauds, normalement, un bon contrat, ça prévoit, ça ne fait pas comme si tout allait bien se passer. En droit, quand vous faites un contrat, si le juriste qui vous écrit votre contrat, il dit non, mais n'ayez crainte, tout ça va bien se passer, on ne va pas prévoir ça, non, c'est pas la peine, tout va bien se passer, non, ça on ne va pas le prévoir, tout va bien se passer, non, c'est pas la peine. Ce gars-là, c'est un mauvais juriste, il vous fait un mauvais contrat, un contrat qui ne sert à rien. Un contrat, ça sert quand tout va mal se passer. Un contrat, c'est pessimiste. Eh bien, une constitution, c'est pareil, ça garantit, ça donne des garanties quand tout va mal se passer. On ne fait pas comme si tout allait bien se passer. On ne va pas compter sur la vertu des acteurs, par exemple. Écoutez les élus quand ils vous parlent de constitution, quand vous leur dites, mais il faudrait des contrôles, vous dites pas quand même, vous pouvez nous faire confiance, vous avez élu. Non, justement. Justement, on ne va pas vous faire confiance. C'est-à-dire qu'on va vous élire, donc c'est un geste de confiance, mais en même temps, c'est Rosan Vallon qui explique un geste de confiance ne va pas sans une réserve de défiance. Il faut une réserve de... Alain aussi dit ça. Il faut une réserve de défiance. Aussi. Confiance et défiance. Mais pas que confiance, sinon on est fou. Parce que quand on va avoir un affreux, si on n'a pas de contrat pour nous protéger, ça va être affreux. Mais c'est le cas en ce moment. Voilà. Nous n'avons pas de constitution. Je sais que ça paraît polémique, on dirait un slogan, mais je pèse mes mots. Puisqu'une constitution, ça sert à me protéger contre les abus de pouvoir, puisqu'une protection, ça sert à inquiéter les pouvoirs, à affaiblir les pouvoirs, ça sert à éviter les abus de pouvoir, eh ben, on va regarder un petit peu dans le détail, c'est ça qui va être original aujourd'hui. On va regarder un petit peu dans le détail ce qui compte dans une constitution. Concrètement, alors, qu'est-ce qui compte dans une constitution? Mais vous allez voir qu'il n'y a rien, mais rien de rien, je vous promets. Hein. Et je suis très intéressé par la contradiction que vous allez me porter. Et ce n'est pas une politesse, ce n'est pas une formule de style. J'attends beaucoup pour progresser de la détection de mes erreurs. Je sais bien que je me trompe, tout le monde se trompe. Il y a en matière politicienne, c'est-à-dire une matière... c'est du politique abîmé par les élections qui font qu'il faut aller mentir pour gagner une élection, et ça nous corrompt complètement le politique au plus beau sens du terme. Mais dans cette ambiance-là, on fait que mentir en fait en matière de politique. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans une constitution? Qu'est-ce qu'il y a dans une constitution qui devrait nous protéger? J'ai fait une liste. Alors, elle est chouardesque, hein, je sais pas, vous ne trouverez pas ça dans les bouquins. J'ai fait ma liste, puis après ça, je l'ai mise un peu en ordre pour vous. Et je vous ai suggéré de l'imprimer pour que ça nous serve de fil d'Ariane. Alors, je peux l'afficher si jamais j'ai amené ce machin-là au pont. Je me suis dit, si jamais on veut écrire et mettre en commun quelque chose qu'on écrit, on pourra s'en servir. Je l'ai passé au rétro tout à l'heure, c'est quand même assez petit le truc, vous risquez de vous crever les mirettes. On va essayer sans rétro pour voir si ça marche. Et puis peut-être, si on en a besoin, on l'allumera. Je vous propose de prendre le document qui s'appelle Comparaison de projet constituant. Vous savez, c'est ce tableau en deux feuilles. Et d'examiner les points. Alors, je peux parler longuement de chacun de ces points, puisque j'ai un site web avec un forum où on détaille point par point ce qu'il devrait y avoir dans une bonne constitution. Précisément, ces points font l'objet de fils de discussion très longs. Donc on en parle énormément, mais ce n'est pas du tout des discussions à la légère, c'est des discussions... Il y a plein de gens très sérieux sur le forum. Je vous invite à y aller, vous allez voir, ça fout un peu le tournis au début quand on arrive, parce qu'il y a beaucoup de choses, quoi, hein. Mais en même temps, il y a les billets les plus récents, et par les commentaires les plus récents, et par les commentaires les plus récents, vous allez pouvoir entrer dans ce qui est en ce moment vivant sur le forum, et vous allez voir que c'est actif, et on s'occupe de nos affaires.
ça n'a rien à voir avec ce que vous entendrez dans les journaux télévisés ou dans les journaux papier, où on nous parle que de bêtises. Oui, je pèse mes mots. On nous parle vraiment que de choses qui servent à rien, qui comptent pour rien, qui ne sont pas du tout ni la cause de nos problèmes, ni nos réels problèmes. Alors que sur le forum, on essaie de mettre au point ce qu'il faudra surveiller dans notre prochaine constitution. Les Tunisiens qui viennent de se débarrasser d'un dictateur. Donc les humains n'arrêtent pas de se débarrasser de leur dictateur. À chaque fois qu'ils peuvent, ils s'insurgent, ils se débarrassent de leur dictateur. Et à chaque fois, ils replongent dans une nouvelle oppression, une nouvelle tyrannie. Mais je pense qu'à chaque fois, ils réfléchissent toujours pas à l'essentiel. Toujours, ils ne s'occupent jamais, après s'être insurgés, d'écrire eux-mêmes les règles qui empêcheront un gouvernement de devenir tyrannique. Les humains, pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est comme si les humains étaient un enfant. On est en train de grandir, puis à un moment, un enfant c'est programmé pour devenir grand, ça ne va pas rester enfant tout le temps. Et il y a un moment, on va percuter et on va commencer à s'en occuper. On va dire, ça va, on a compris, et maintenant on ne veut plus de représentants. Voilà, on ne veut plus de maîtres politiques. On a compris, maintenant c'est terminé. On va faire notre crise d'adolescence. Il me semble, j'espère, ça, peut-être que je me trompe et que je crois que ça va arriver et que ça n'arrivera pas, mais il me semble que dans nos échanges, nous sommes en train d'aspirer à autre chose que le gouvernement représentatif, puisque le régime dans lequel on vit, désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et sans aucun moyen de résister aux abus de pouvoir, ça ne s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle le gouvernement prétendument représentatif. Enfin, ça s'appelle le gouvernement. Ils l'ont appelé en disant gouvernement représentatif. Ils savaient très bien que ce n'était pas une démocratie. Et nous, ce dont nous aurions besoin, c'est précisément la démocratie. Mais comme ils appellent démocratie ce qui est son strict contraire, le régime actuel, qui n'est pas une démocratie, ils l'appellent démocratie, c'est vachement malin, parce que c'est compliqué pour nous, non seulement de dire ce qu'on veut, mais même, c'est compliqué pour nous de le vouloir. C'est compliqué pour nous de concevoir ce qu'on veut. On n'ose pas, si vous voulez, on est complètement dressé à désigner des maîtres. On n'ose pas dire... non, mais nous, on veut voter notre loi. On veut voter les lois une par une. Les lois sur la retraite, on veut un référendum. Les lois sur la privatisation des services publics, le démantèlement de la Poste, d'EDF, des trains, des hôpitaux, tout ça, on veut le voter nous. Bon, voilà, alors, il me semble qu'on est en train de... Alors, on se fait traiter de populistes, de démagogues, de populistes, limite antisémite, fasciste, ça sent les odeurs de... Ça sent... Comment ils disent une odeur... Comment la période sombre, voilà. Ça sent les heures sombres, voilà, de la République. Ouais, ça sent... Il faut écouter Guillemin qui nous parle de la cariatide. C'est comme ça que Victor Hugo nous appelait le peuple qui travaille. La cariatide, c'était, vous savez, les statues grecques qui portent tout ce qui peut se porter. Et la cariatide, c'est le peuple qui porte les privilégiés qui ne travaillent pas. Alors, si nous nous mettions en tête d'écrire nous-mêmes notre constitution, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans concrètement cette fois-ci, en arrêtant de dire simplement il faut séparer les pouvoirs, il faut contrôler les pouvoirs, il faut que les élus soient révocables, qu'ils aient des mandats courts, non renouvelables, éviter la professionnalisation de la politique, il faut qu'ils rendent des comptes, qu'ils aient peur de quelque chose, ces gens-là, comme tout le monde. Il faut pas qu'il y en ait, il faut absolument que personne n'ait peur de rien. Voilà, faut que personne n'ait peur de rien. Il faut que tout le monde ait un peu peur de quelque chose pour éviter l'hubris, vous savez, la démesure. Alors, je vous propose de les prendre et je vais essayer de faire vite parce que, comme je vous disais, donc chacun des points fait l'objet d'approfondissement. Si je commence à approfondir, il n'y a que moi qui cause, c'est pas bien. Juste, je vous propose de les survoler rapidement ensemble. J'en dis un ou deux mots pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu sur ce que je vais vous dire par cette ligne. Mais je fais vite pour qu'ensuite vous me disiez, là je vais vous rendre la parole parce que j'aimerais que vous me disiez, on ne pourra pas tous les voir aujourd'hui. On n'a pas assez de temps pour les voir tous. Mais par contre, on pourrait en voir un ou deux en disant occupons-nous de ça. Allez, creusons un peu ce sujet-là et voyons qu'est-ce qui existe en la matière, qu'est-ce qu'il y a dans notre Constitution, qu'est-ce qu'il y a dans le TCE, dans l'anti-constitution européenne, qu'est-ce qu'il y a dans notre anti-constitution française, qu'est-ce qui manque et comment on pourrait l'écrire. Comment on pourrait... Alors on prend un papier, un crayon et si on l'écrivait nous, qu'est-ce qu'on écrirait? Idéalement,
sais pas combien on est 100 et quelques, hein, peut-être qu'on peut y arriver, je sais pas, on va voir. Alors je commence la revue de détail, mais au pas de charge. Puis si ça va trop vite, vous me dites. Hein. Première ligne que j'ai mis en premier, ça me paraît absolument essentiel, vous savez que c'est là-dessus que je compte désintéressement des constituants. Désintéressement, il ne faut pas qu'il soit en conflit d'intérêt, il faut qu'il soit désintéressé, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Désintéressement des constituants aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils écrivent des règles pour eux-mêmes. Donc moi je suggère de les tirer au sort, parce que tout va mieux que des conflits d'intérêt. Tirés au sort et ils soient inéligibles, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas être ensuite élus dans les institutions qu'ils écrivent eux-mêmes. Inéligible, c'est évident. Dans le programme du Front de gauche, qui est un des seuls à s'être occupé vraiment de processus constituant, ils n'ont pas prévu d'assemblée constituante tirée au sort, mais ils ont prévu une assemblée constituante composée de gens inéligibles. À mon avis, ça ne suffit pas parce qu'il suffit qu'ils fassent élire leurs copains, qui ont une communauté d'intérêt et qui font corps pour qu'ils écrivent des règles qui sont toujours notre impuissance et leur puissance. Donc, à mon avis, il n'y a rien de mieux que le tirage au sort pour avoir des gens comme nous, des gens n'importe qui, donc des gens qui ne veulent pas du pouvoir, qui ne vont pas l'exercer, parce qu'ils n'en veulent pas, mais par contre qui ne veulent pas d'abus de pouvoir. Et donc, ils comprennent très vite, donc au départ, quand ils sont tirés au sort, vous voyez, je développe trop déjà. Quand ils sont... Ça fait rien, c'est important. Quand ils sont... je fais les règles, donc je peux tricher. C'est pas bien. L'emploi m'interrompt vraiment. Hein. J'ai perdu le fil de mon truc, moi. Bon, enfin, en tout cas, on les tire au sort. On les tire au sort au début, ils connaissent rien, mais n'importe qui. Et là, je l'ai vu dans les universités populaires, enfin dans mes ateliers, là où on était ensemble, quelqu'un qui a jamais entendu parler de Constitution, quand je lui dis, attends, la Constitution, ça sert à ce que ceux qui sont au pouvoir, tu vois, qui c'est, tu les vois en train d'abuser, de charrier, ils exagèrent, quoi. Ils exagèrent. Ils ne parlent pas d'abusement, ils exagèrent, ils charrient. Oui, on voit bien qu'ils charrient. Ben, tu vois, il pourrait y avoir un texte qui leur interdit de charrier, qui leur interdit d'exagérer. Comment on fait? Et tu vois, et tu vas pouvoir choisir, mais en général, depuis la nuit des temps, on a essayé de séparer les pouvoirs. C'est pas un pouvoir qui a tous les pouvoirs à lui tout seul. Il ne peut rien faire tout seul, il faut qu'il partage avec d'autres. Déjà, ça limite les dégâts. Et puis, il n'a pas le pouvoir longtemps, parce qu'en fait, c'est quand il a souvent le pouvoir que c'est comme un drogué, et il a envie que ça recommence, et après ça, il se met à être prêt à faire n'importe quoi pour continuer à en avoir. Donc, on essaie de faire des mandats courts, et puis non renouvelables, et on lui explique, et en fait, très vite. Même s'il ne connaît rien, en 2-3 heures, mais même pas. Il sait très bien, il comprend bien. C'est accessible, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué l'enjeu. Le problème, si on n'y arrive pas, on n'a pas de problème technique. C'est pas compliqué de faire une bonne constitution. Ce qui cloche, c'est le conflit d'intérêts. C'est que ceux qui écrivent les règles ont un intérêt personnel, tous, à ne pas écrire une démocratie, à programmer notre impuissance et à programmer leur puissance à eux. Et c'est pour ça qu'ils le font. Et ils le font parce qu'on les laisse faire. Donc techniquement, vous voyez, donc on peut les tirer au sort, ils comprendront. J'ai même pas besoin, vous voyez, je leur fais tellement confiance à n'importe qui que je sais que s'ils se mettent ensemble à réfléchir pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 3 mois, je suis sûr qu'ils vont nous écrire une, mais c'est pas une meilleure, c'est une bien meilleure. Elle ne sera pas parfaite, mais on fout complètement. Oui, ils vont oublier un truc ou deux, mais c'est pas grave. Ils vont déjà nous écrire plein de contre-pouvoirs. Ils vont au moins nous écrire le référendum d'initiative populaire. On va y arriver. En tout cas, le désintéressement en question, vous avez compris que j'en fais, moi, une pierre de touche. C'est quelque chose d'absolument central. C'est un rouage absolument décisif pour nous qui va tout changer, à mon avis. Hein, c'est comme ça que je l'analyse. Si vous trouvez que je me trompe, il faut me le dire. Et pourquoi? Mais ça ne suffit pas de le dire, il faut que la Constitution elle-même, elle le prévoit dans son texte. Donc il faut que dans la Constitution, il y ait un article qui explique comment vont se faire les révisions. Qui va pouvoir changer la Constitution? Qui va appliquer la Constitution? Qui va composer le Conseil constitutionnel? Et là, à chaque fois, à mon avis, il faut que les gens soient désintéressés. C'est-à-dire que l'Assemblée constituante, si on décide qu'elle reste toujours active, c'est-à-dire que même quand on a fait notre référendum, ça y est, on a mis en place les trucs, elle ne se dissout pas. Elle reste, elle devient le Conseil constitutionnel.
parce qu'elle sait bien ce qu'elle a écrit, donc elle sait bien ce qu'il faut vérifier, et puis ensuite elle se renouvelle tous les ans par exemple. Tous les ans, il y en a un dixième qui se renouvelle, ou tous les ans, il y en a un tiers qui se renouvelle, comme ça en 3 ans, on a tout renouvelé. Enfin, il faut décider, on se fout du détail, parce que ça ne changera pas grand-chose, mais... et puis c'est nous qui allons aussi, enfin c'est l'Assemblée constituante qui va décider, donc elle va réfléchir au truc, mais ça pourrait être l'Assemblée constituante qui devient Conseil constitutionnel. Mais il faut absolument qu'elle soit désintéressée, il ne faut pas que ce soit des politiciens. Il ne faut pas que ce soit des politiciens. Pas du tout, il faut qu'il n'y ait aucun membre de parti là-dedans. Je sais que ça va faire de la peine à ceux qui m'écoutent, qui sont des copains et qui sont dans des partis, mais la plupart, ils comprennent. Ils sont dans les partis, ils se vouent au bien commun, ils vont s'occuper du bien commun, mais il ne faut pas qu'ils écrivent les garde-fous. Sinon, ils vont écrire, parce qu'on le voit partout dans le monde. Ça va, on a compris maintenant, on ne faut plus que ce soit vous qui écrivez les garde-fous, il faut que ce soit n'importe qui d'autre qui les écrive. Et donc, il faut que la Constitution l'écrive. Alors, est-ce que ce nécessaire désintéressement est écrit dans la Ve République? Non. Si vous avez trouvé dans les institutions de la Ve que je vous ai donné dans le document, je vous invite à l'écrire, mais évidemment, dans la Ve, il n'y a rien qui impose que l'Assemblée constituante soit dénuée de tout professionnel de la politique. Au contraire, ils peuvent modifier les parlementaires, donc les professionnels de la politique, les parlementaires réunis en congrès, peuvent modifier la Constitution et sans référendum. Attends, c'est du foutage de gueule, complètement, c'est énorme, quoi. C'est énorme, voilà. On est complètement habitué, ça fait longtemps que ça dure, mais c'est insupportable. On est très 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 gentil, hein. On est vachement sympa, hein. On n'est pas méchant du tout de laisser faire ça. Et dans les institutions européennes, non aussi, évidemment, c'est pas prévu du tout non plus, puisque c'est eux qui écrivent les règles, mais c'est plutôt les banquiers qui écrivent la Constitution européenne. C'est les banquiers et les industriels, les industriels, les gros, hein, les multinationales, qui veulent les institutions européennes, enfin les anti-institutions européennes, et puis qui les financent, et puis qui finalement aujourd'hui les défendent et les écrivent. Enfin, c'est leurs avocats qui les écrivent. Le fait que c'est les banquiers et les industriels qui volent et qui financent et qui écrivent les institutions européennes ou qui les font écrire à leurs marionnettes, qui les font élire, ça devrait normalement nous stimuler intellectuellement en disant mais tiens, s'ils s'en occupent, c'est que c'est important quand même, non? Au lieu de nous dire, parce que là je vois bien que les militants, ils me répondent ouais, non, t'es gentil Étienne avec tes institutions. Ouais, on a tous notre marotte, bah toi ta marotte c'est les institutions, quoi, voilà. Bon, c'est important, voilà. Et puis ils se remettent à penser à autre chose. Mais pendant ce temps, les banquiers, eux, ils écrivent la Constitution. Mais c'est la sélection naturelle, hein, Morocco. Je dis, voilà, si on n'arrive pas à comprendre que c'est important et à dire on va s'en occuper, et c'est plus eux qui vont s'en occuper, non, mais c'est eux qui allons nous en occuper. On veut écrire nous-mêmes nos institutions. Si on n'arrive pas à se transformer comme ça, je force un peu le trait. J'espère que j'exagère. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va finir en camp de travail. Les mêmes camps de travail qui ont été fabriqués par les multinationales pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les camps de travail, là. Auschwitz, c'était un camp de travail. Avec IG Farben, le cartel de la chimie, qui est encore actif aujourd'hui. C'est les mêmes, hein, avec le même mobile, c'est toujours le pognon. Ils travaillent toujours pour le pognon et ils cherchent toujours à avoir les bas salaires. Ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. Et ben, ils faisaient travailler les déportés à Auschwitz pour fabriquer les produits chimiques, fabriquer leurs produits, pas cher. Et puis alors il y avait la CIA, il y avait Siemens, il y avait Ford, tous ces gens-là faisaient travailler, parce que leur logique, c'est l'argent. Vous comprenez, IBM aussi, voilà. Leur logique, et c'est les mêmes aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ils ont raté leur coup dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait encore trop de bandes de mafieux, alors, il y a eu des guerres de gangs. Mais là, c'est en train de se regrouper, de moins en moins, moi j'ai un peu peur que si nous, on n'arrive pas à prendre conscience de l'endroit où ça se joue, notre impuissance politique, cet endroit essentiel dont tout le monde se fout, qui est la Constitution, si on arrive à en prendre conscience, à mon avis, on peut sortir du piège. Si les Tunisiens avaient réfléchi dans les termes que je suggère là, il me semble qu'ils auraient interdit que des professionnels de la politique se mêlent du processus constituant, et ils seraient pas dans... Là, ils sont dans la mouise en ce moment. Hein, ce qu'ils sont en train... Là, ils vont pas être plus libres qu'avant. Hein, c'est mal barré pour eux en Tunisie. Hein. Mais je pense que c'est écrit dans la procédure de désignation de leur assemblée constituante. Et bon, voilà. Donc, indépendance du Conseil constitutionnel, vous avez compris que ça devrait être aussi dans une bonne constitution qui devrait prévoir non seulement une bonne constitution, mais
un gendarme pour la faire appliquer. Et à mon avis, ce gendarme, il n'a de puissance que si nous, alors là c'est des millions, nous avons dans notre poche, comme au Venezuela, ils ont une toute petite constitution, c'est un tout petit texte, et ils l'ont avec eux, ils l'apportent avec eux. Ils l'apportent vraiment, hein, il paraît. Alors je ne suis pas allé le vérifier, mais ceux qui reviennent du Venezuela le disent. Donc, ils disent, ils l'ont avec eux. C'est tout petit, et c'est symbolique. Parce qu'ils savent que c'est important, que c'est un texte qui les protège. J'en ai amené quelques extraits. Alors, je les ai ajoutés après coup, mais trop tard pour que vous les ayez. Donc, mais j'ai modifié le document que vous avez imprimé en rajoutant deux pages à la fin, dans lesquelles j'ai mis les articles de la Constitution vénézuélienne, italienne et suisse, dans lesquels il y a référendum d'initiative populaire. À mon avis, il y a un truc dont on devrait parler ce soir, c'est le référendum d'initiative populaire. Creuser un peu ce truc-là, parce que c'est vraiment central. Organiser notre initiative. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on met des institutions avec un gouvernement, un parlement, des juges, des policiers, de la monnaie, les médias, ok, on institue ça, c'est pas nous qui allons l'exercer, mais on voudrait garder l'initiative. Mais ça s'écrit. Donc ça se pense, il faut avoir conscience que c'est important pour commencer à le vouloir, et puis une fois qu'on le veut, après ça, il faut s'y coller, il faut prendre un papier, un crayon, puis il faut l'écrire. Alors, comment vous l'écririez vous? Alors j'avance.